Bonjour à tous, cette vidéo revient sur ma première, surtout pour commencer un récap de tout ce que j'ai utilisé dans le jeu de la vie, comme par exemple la notion de module. Et puisqu'une petite définition est souvent plus souhaitable qu'une grosse conjecture, je vais commencer par définir ce qu'est une modélisation. D'ailleurs, Google nous amène quelque chose de tout à fait satisfaisant, à savoir la présentation d'un phénomène complexe sous forme de modèle formel. C'est un peu compliqué, mais l'idée c'est d'abstraire à la façon d'une formule mathématique un concept qui serait trop complexe pour être manipulé uniquement avec des mots. Et en plus clair, il y a des cases et des flèches. Dans le jeu de la vie, vous aurez peut-être remarqué que j'ai différencié les groupes par concept en utilisant des couleurs. Et on va s'attarder sur un groupe important, celui de l'individu. Vous, moi, votre voisin, bref, celui dont vous étudiez la formation de l'opinion. Plus précisément, nous allons aujourd'hui voir la catégorie données dans l'individu. C'est le premier choix que j'ai fait puisque lui donner le titre général de mémoire aurait fait appel à de trop nombreuses théories de la psychologie qui sont toutes en désaccord, et donc le module données dans l'individu est composé de trois sous-catégories: les connaissances, les automatismes et les émotions. Tout d'abord, nous avons les connaissances, qui contient tous les faits connus, comme par exemple vos savoirs des règles d'un sport, la date d'un quelconque événement historique ou le prix de votre baguette de pain. Connaissance contient aussi toutes les abstractions dont vous vous souvenez, par exemple vos connaissances en mathématiques ou le fait que Game of Thrones est une bonne série mais qui ne suit pas du tout la trame des livres dont elle est issue. Ensuite, nous avons les émotions. Les émotions contiennent les ressentis vis-à-vis d'un élément en mémoire. Il faut prendre élément au sens large et inclusif parce que les personnes, les objets, les situations, les endroits ou même les lois en font partie. Enfin, nous avons les automatismes qui contiennent les mémoires procédurales à la fois physiques et psychiques. Cette catégorie regroupe tout ce qui est devenu naturel à la force d'un entraînement répété. Un bon nombre d'automatismes physiques serait la maîtrise des arts martiaux, tandis qu'un exemple d'automatisme psychique serait le fait de se mettre en avant après un succès. Mais je reviendrai sur tout cela plus tard dans la vidéo pour donner des exemples plus approfondis, et je vais maintenant passer à une description plus en profondeur de la barre verte qui nous fera osciller entre conscient et inconscient. Un objet en mémoire consciente ne peut être manipulé que par une pensée volontaire. Cela demande des efforts assez importants pour un individu, quelquefois trop importants, ce qui va amener quelqu'un à oublier temporairement une information. Vous savez, le mot qui vous reste sur le bout de la langue, ou au bout du stylo dans un examen. L'une des raisons pour ne pas s'en souvenir, peut-être que ça nécessite trop d'efforts sur le moment. C'est pas la seule, et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Un objet en mémoire non conscient peut être manipulé de façon volontaire, mais ce n'est pas indispensable ni coûteux. Très souvent, un élément est conscient avant de devenir non conscient, notamment par la répétition de son efficacité. Par exemple, rouler sur le côté droit de la route parce que ça évite les accidents. En revanche, un élément inconscient ne devient pas non conscient par lui-même. Il sera souvent nécessaire d'être confronté de façon violente, physiquement ou psychiquement, à son inefficacité, et j'y reviendrai un peu plus tard. Enfin, un objet en mémoire inconscient ne peut pas être manipulé par soi-même, mais il influencera tout de même nos décisions ou nos actions. Et là encore, j'y reviendrai un peu plus tard dans un tableau. Surtout, essayez de penser à cette ouverture à la conscience plus comme un curseur sur un continuum que comme de véritables catégories fixes. Et maintenant, sans transition, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi notre mémoire s'embarrasse-t-elle d'un continuum du conscient vers l'inconscient? Pour amorcer une réponse, je vais poser deux sous-questions. La première étant: pourquoi tous les objets en mémoire ne sont-ils pas conscients? La réponse la plus satisfaisante à mon goût, c'est que l'être humain est feignant. Les puristes diront économe cognitivement. Or, les objets conscients ont besoin d'attention pour être utilisés, catégorisés, appris, etc. Et tout cela impose des stress multiples sur la psyché, et ça fatigue. En plus de ça, il faut dire que tout ce qui entre en mémoire n'est pas forcément supervisé par la conscience, ni même traité par la réflexion. Cette dernière faculté de l'esprit à enregistrer des informations de façon involontaire est à l'origine de pas mal d'idées d'apprentissage pendant le sommeil et d'un certain nombre de marketings agressifs. Sur l'apprentissage pendant le sommeil, je suis pas sûr que ça marche, mais pour le marketing, je sais que ça marche. D'ailleurs, si ça marchait pas, on dépenserait pas des milliards dans la pub. Mais du coup, si c'est si fatigant que ça de récupérer des informations de nature consciente, et qu'il est possible que des informations intègrent directement le cerveau non conscient, voire inconscient, pourquoi est-ce que tous les objets en mémoire ne sont-ils pas inconscients? Pour ça, on a plusieurs pistes de réponse. D'une part, un encodage inconscient est profond, en ce sens qu'il demande beaucoup plus de temps
de répétition et de ressources cognitives en général pour être effectuées. D'autre part, la survie dépend de la capacité à s'adapter. Que l'on soit au Moyen Âge ou en 2018, que l'on vive au milieu de la forêt amazonienne ou à Paris, la vie n'est évidemment pas la même. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'un encodage en mémoire peut être vu comme une photo, une image figée du passé. Et plus cet encodage est inconscient, plus il est difficile à modifier. Parce que quelqu'un qui apprend mal un mot dont il se sert tout le temps, disons un pêcheur tiens, qui parle de crabe au lieu de carpe, aura toutes les difficultés du monde à changer ce mot qui lui vient spontanément à l'esprit, s'il y arrive un jour. Enfin, un élément stocké en mémoire inconsciente est récupéré et utilisé à chaque fois qu'on entre dans sa sphère d'influence. Et ça implique, par défaut, qu'il ne supporte pas la contradiction pour pouvoir être efficace au quotidien. Pour illustrer ce que je viens de dire sur le continuum conscient-inconscient, pensez que construire sa mémoire, ou développer un réseau sémantique, c'est la même chose, revient à créer un réseau routier. Un élément sur le versant conscient correspond à construire un chemin ou une rue. C'est pas pratique pour y accéder, mais c'est vite construit et c'est pas cher. A l'opposé, mémoriser un élément inconscient, c'est comme construire une autoroute. Ça roule, ça se parcourt très vite, ça accepte un gros débit, mais ça demande énormément de temps pour être construit et ça demande beaucoup de place. Du coup, on s'en sert le plus souvent possible. Par exemple, si vous êtes avocat, Marignan 1515, c'est au bout d'un chemin poussiéreux. Si vous êtes lycéen, c'est au bout d'une route, et probablement détruite après le contrôle. Et si vous êtes un historien spécialisé sur le XVIe siècle, c'est carrément sur le chemin de l'autoroute. J'en ai parlé tout au long de la vidéo, voici maintenant le tableau qui va permettre de visualiser un petit peu ce croisement entre conscient et inconscient et les différents types de mémoire. Est-ce que j'aime les tableaux à double entrée? Bof, mais je vais faire une exception et on va attaquer les exemples. En tête de colonne, je vais placer les catégories des données dans l'individu, soit la mémoire, les automatismes et les émotions. Et sur la ligne, je vais placer les seuils du continuum, conscient-inconscient, soit conscient, non conscient et inconscient. Au croisement de la mémoire et de la conscience, on va placer toutes les connaissances que l'on vient d'apprendre ou des infos mieux connues mais vieilles. La plupart de ce que vous voyez dans cette vidéo en fera probablement partie. En dessous, nous avons les connaissances souvent utilisées au quotidien ou presque, mais dont vous connaissez les tenants et aboutissants sans avoir besoin de les énoncer à haute voix. Par exemple, vous savez que les lundis matins, votre collègue de travail n'est pas d'humeur, ou que vous ne prenez pas vos croissants dans une boulangerie en particulier parce que vous ne les trouvez pas à votre goût. Encore en dessous, nous trouvons les connaissances qui ont tellement leur place au quotidien qu'il est stupide de les énoncer. Par exemple, pour un supporter de foot, le fait que le match se gagne en marquant des buts. Ce sont généralement des informations pour lesquelles l'expertise nous aveugle quand il s'agit de décrire une situation à des débutants. La colonne des émotions nous amène 3 nouvelles cases. Yay! Tout en haut, nous avons les émotions très fortes et ou nouvelles sur une personne, un objet, un sujet, etc. Par exemple, la peur, la passion, l'enthousiasme, la haine, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les émotions à la fois éprouvées au quotidien et peu stressantes, ou celles qui sont très stressantes mais installées depuis longtemps. Par exemple, dans la première catégorie, nous retrouvons un amour tempéré pour son conjoint, et dans la seconde, une haine de longue date contre un ennemi d'enfance ou un collègue de bureau bien connu depuis des années. Notez que la passion est une source de stress et peut se muer, entre autres choses, en adoration avec le temps. Enfin, au niveau des émotions inconscientes, nous retrouvons les émotions installées depuis longtemps et qui sont souvent structurantes pour un individu, comme ses liens familiaux ou ses liens religieux, et ainsi de suite. Dans la colonne des automatismes, nous pouvons trouver dans le seuil de la conscience des actions nouvelles ou qui génèrent beaucoup de stress. Par exemple, la conduite pour un nouveau conducteur. Ensuite, nous avons les actions intégrées ou effectuées sans trop de stress. Pour rester dans le thème de la conduite, on pourrait parler d'un conducteur expérimenté. Enfin, dans les automatismes inconscients, nous avons les actions quotidiennes qui ne nécessitent pas de vigilance pour être effectuées. Je prenais comme exemple la respiration ou la marche, mais des automatismes psychiques existent aussi, auquel cas on parlera souvent de traits de caractère, voire de mécanismes de défense, mais approfondir ces sujets nous sortirait passablement du cadre de la vidéo. Comme on peut le voir, ce tableau contient beaucoup de choses, mais est-il complet et satisfaisant en lui-même? Malheureusement non. Et pour une bonne raison, la plupart des éléments en mémoire appartiennent à plus d'une seule catégorie, puisqu'un souvenir sera composé d'une multitude d'éléments et en formera un lui-même. Par exemple, cette horrible robe bleue que votre mère a mise pour votre anniversaire et qui ressemble à celle que vous avez offerte à votre ami fera appel à vos émotions conscientes, pour le côté horrible, vos émotions inconscientes, le rapport à votre mère,
votre mémoire consciente, la robe bleue d'un côté et l'anniversaire de l'autre, et ira comme un tout se classer dans les émotions inconscientes qui vous expliqueront pourquoi vous n'avez plus jamais offert de robe bleue, voire de robe du tout, ou pourquoi la robe bleue que vous avez offerte à votre ami ne vous plaît plus du tout non plus. Bien sûr, il est possible de faire des variations presque à l'infini, la limite des combinaisons étant potentiellement illimitée. Pensez à toutes les situations différentes de la vie, multipliées par les personnes, les émotions, votre ressenti du moment, et ça fait un bon gros bordel. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo qui approfondit le jeu de la vie. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu, rose, vert, enfin vers le haut surtout. Et merci de partager la vidéo le plus possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais envisagez toujours de réussir un coup critique.